Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il n'a eu de cesse de se battre pour la paix dans le monde. Ses ouvrages sont des succès dans le monde entier. Humaniste engagé, Marek Alter nous racontera son parcours et sa vision de l'école, son regard sur l'actualité à quelques jours de l'élection présidentielle. L'écrivain est l'invité exceptionnel du Grand JT à retrouver dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, on vous fera découvrir l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Son fondateur sera avec nous. Et puis enfin, comme tous les lundis, on retrouvera la chronique de Loïc Landreau. Il nous parlera du temps où les enfants portaient tous l'uniforme à l'école. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian pour l'actu en bref. Mickaël, bonjour. On commence avec Éric Zemmour qui veut rendre le bac plus difficile. Oui, bonjour Virginie. Invité sur France Info ce lundi, Éric Zemmour a notamment été interrogé sur le nombre de places de plus en plus limitées à l'université. Pour résoudre ce problème, le candidat propose entre autres de rendre le bac plus sélectif. Regardez. Les places, madame ou mademoiselle a tout à fait raison, il y a trop d'étudiants et ça surcharge les places. Donc, je réduirai drastiquement le nombre d'étudiants étrangers et deux, je rétablirai une véritable sélection pour le baccalauréat. Parce qu'il n'est pas normal qu'on donne à 90% le bac et qu'après, il y ait 50% d'échecs en première année. Vous considérez qu'il y a trop d'étudiants aujourd'hui en France ? Oui, il y a des étudiants qui ne devraient pas être en première année. La preuve, c'est qu'ils échouent pour la moitié. Ils devraient être où du coup ? Ils devraient être ailleurs, en apprentissage. On développera l'apprentissage dès la 4e, la 3e, parce qu'il y a des gens qui ont des talents qu'on ne reconnaît pas. Et ce week-end, c'est le rappeur Booba qui s'est fait remarquer en apportant son soutien à Éric Zemmour sur Twitter. Il a partagé l'extrait d'une interview du candidat de Reconquête dans laquelle il expliquait vouloir chasser l'idéologie LGBT des écoles, un soutien qui a déclenché un tollé chez les fans du rappeur. Alors ce lundi, dans un second tweet, il a expliqué qu'il avait trouvé très belle l'intervention d'Éric Zemmour concernant l'endoctrinement des enfants à l'école, que pour défendre cette cause, il n'avait pas d'ennemis, avant de préciser que pour autant, il ne votera pas pour lui. Autre candidat, et bien sûr France Inter, Emmanuel Macron était l'invité du 7-9. Le président sortant s'est notamment expliqué sur une des propositions qui avait fait bondir les syndicats d'enseignants, le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Il avait, souvenez-vous, lors de la présentation de son programme pour l'école, annoncé que seuls les enseignants qui s'engageront dans de nouvelles missions verront leur rémunération augmenter. On a fait durant ce quinquennat, on a commencé à faire ça. C'est-à-dire, on a reconnu des tâches supplémentaires qui ne l'étaient pas. Nos enseignants, si on regarde les choses et qu'on se les dit franchement, ne sont pas bien payés. Surtout en début de carrière. Après, ça commence à se rapprocher de la moyenne. Ils ont des meilleures fins de carrière et ils ont une retraite qui est plutôt meilleure en proportion que les autres voisins européens. Et donc, en fait, il y a plus de vacances que chez les voisins et la fin de carrière et la retraite sont meilleures que chez les voisins, mais le début de carrière n'est pas très bon. Moi, je souhaite qu'on puisse changer ça. Mais est-ce que le système est bon aujourd'hui ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Ça fonctionne sans doute de manière trop monolithique. On le voit bien. Les chefs d'établissement disent qu'ils n'ont pas assez de souplesse. Les enseignants ne se sentent pas assez reconnus, à juste titre. Les parents d'élèves vivent dans l'angoisse quand même assez souvent. Et les élèves, on ne peut pas dire qu'on a l'école de la confiance qui a le mieux réussi. Est-ce que le système est bon ? Vaste question, justement, on en parle tous les jours sur School TV, c'est l'objet du Grand JT de l'éducation. Alors dans les Hautes-Alpes, forte mobilisation justement ce mardi pour les personnels de l'éducation nationale. Des rassemblements sont prévus à Veynes, à Gap et à l'Argentière-la-Bessée. Les syndicats dénoncent des suppressions de classes et la précarité des AESH, dont la grande majorité des salaires sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce lundi commence dans les écoles la semaine des langues vivantes. Une semaine qui a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles et les établissements, mais aussi en dehors du cadre scolaire. Et concernant cette édition 2022, elle s'inscrit dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le thème, c'est « Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde ». Cette édition permettra de promouvoir toutes les langues vivantes étrangères et régionales et de favoriser la médiation linguistique et interculturelle. Merci Mickaël. Je vous le disais, un grand homme vient aujourd'hui nous rejoindre sur le Grand JT de l'éducation. Il s'agit de Marek Alter, il est l'invité exceptionnel aujourd'hui.
Bonjour Marek Elter. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir ici. Ça tombe bien. Beaucoup de sujets, plein de choses à évoquer. Pour les quelques spectateurs, et ils sont peu nombreux, qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'auteur de plusieurs d'une dizaine d'ouvrages, notamment sur l'histoire du peuple juif, et vous abordez la question de la paix, une question qui est primordiale aujourd'hui bien sûr, mais aussi avant, avec toujours en ligne de fond cette idée forte de la transmission. Est-ce que c'est essentiel de transmettre encore et toujours ? Oui, je pense. La civilisation a commencé comme ça. Hein? C'est-à-dire, il y a deux gens, une tribu qui se trouve dans une grotte, qui se bat pour survivre contre la nature, contre les bêtes sauvages. Il y a toujours un sage, le sage c'est le plus âgé, qui passe son temps à raconter aux plus jeunes ce qui s'était passé hier. Et les plus jeunes apprennent ou n'apprennent pas, et grandissent, et ils continuent à raconter. Et là commence l'histoire. C'est comme ça commence la Bible, c'est comme ça commence l'Iliade et Odyssée d'Homère, La guerre et la paix de Tolstoï, et ainsi de suite. Donc quand il y a transmission, quand on raconte, on n'est pas encore dans l'histoire. À partir du moment où finalement le témoignage s'éteint, l'histoire commence ? Bien sûr, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus personne pour transmettre la mémoire des passés, alors l'histoire s'arrête. Bon, mais l'histoire ne peut pas s'arrêter puisqu'il y aura toujours quelqu'un, même Robinson Crusoe, vous connaissez le livre, qui se retrouve seul sur une île, il trouve un vendredi un petit garçon à qui il continue à raconter. Donc, il faut toujours être deux pour que l'histoire continue. Ça tombe bien, on va raconter l'histoire et la vôtre. Écrivain naturalisé français en 1980, juif d'origine polonaise. Je dis juif volontairement car vous échappez du ghetto de Varsovie à l'âge de 5 ans avec vos parents. Vous arrivez en Ukraine, puis vous allez en Russie, en Ouzbékistan, et puis vous revenez en Pologne. Oui. Vous installez in fine à Paris en 1950 avec vos parents. Je parlais de transmission. Il est capital pour vous, évidemment, de témoigner de votre histoire autant que de témoigner de la grande histoire avec un grand H. Cette histoire qui nous a tant marqué, nous, et encore plus aujourd'hui quand on parle de possible Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. L'histoire est toujours contemporaine, d'une certaine manière. Parce que vous prenez l'histoire du Moyen-Âge, mais c'est vous qui la lisez. Ça veut dire que c'est vous projetez sur cette histoire du Moyen-Âge les problèmes d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine, le Covid, le chômage, les élections en France, etc. Ça veut dire que et c'est ainsi des suites. Ça veut dire qu'on ajoute des chapitres à un livre d'histoire, mais c'est lui qui les lit au moment où il apprend. Il apprend au moment où il lit. Et il les lit aussi avec sa propre histoire à lui, sa propre histoire familiale, sa propre c'est tradition. vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a une mémoire collective, c'est l'histoire dans les livres, et l'histoire personnelle, individuelle, que vous avez hérité d'abord, ce que votre mémoire porte. Alors c'est vrai que je ne peux pas, quand je regarde les images sur la guerre en Ukraine, c'est ma guerre quand j'étais enfant. Quand les bombes tombent, je les entends. Le sifflement d'une bombe qui tombe, qui explose. Et après, on voit des gens en train de courir, ensanglantés. Ce sont les mêmes images. C'était en Irak, en Syrie, en Argentine, en Afghanistan. Je les ai vus partout. Et c'est vrai que à partir du moment où ça vous remet dans votre propre mémoire, dans votre propre enfance, vous êtes beaucoup plus sensible et en même temps, vous êtes plus crédible quand vous parlez. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez juger les événements d'aujourd'hui, vous êtes intelligente, vous transmettez, on vous écoute. Mais si moi je l'ai fait,
On m'écoute plus, non pas parce que je suis plus intelligent que vous, mais parce que j'ai vécu cela. Ça veut dire que je suis celui qui peut dire, oui, je compatis pas, j'empathie pas, je vis avec. Je vis avec cette scarification. Et d'ailleurs, cette image aussi, vous le dites, de l'homme qui a vécu, qui peut témoigner, c'est plus fort finalement une femme avec son enfant dans les bras qui raconte plutôt qu'une masse c'est vrai. de millions de gens déplacés. Là, vous avez 100% raison. Ça veut dire que la foule n'a pas d'histoire. Elle a l'histoire générale, mais vous ne pouvez pas vous raccrocher. Je ne sais pas si vous avez donné des cours dans une classe. Non, jamais. Ou si vous avez parlé devant une foule dans un théâtre, dans une salle de conférence. On ne parle pas à une foule. Vous regardez au début la salle et vous trouvez un visage. Oui. Et vous parlez à ces visages. Et ces visages vous disent si c'est intéressant ce que vous racontez ou pas. Bien sûr. Et la même chose, ça veut dire qu'il est... Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais une réaction ce matin en regardant les images de la banlieue de Kiev. Donc, il y a des images, de Boutcha. Les charniers, les gens morts, que les Ukrainiens, pour lesquels les Ukrainiens accusent les Russes rejettent, ils demandent la réunion des conseils de sécurité pour envoyer une enquête. Bon, de toute manière, on le saura. Mais il y a l'image qui m'a frappé, c'est un homme couché à côté de sa bicyclette. Oui. Vous regardez l'image la plus connue de la guerre en France, d'Exode, quand l'avancée de l'armée allemande, les gens de Paris, des banlieues, sont mis à courir vers la zone libre, vers le sud. Et il y a cette photo d'un homme qui reçoit une balle sur sa bicyclette, il est couché à côté de sa bicyclette. À la limite, c'est presque une reproduction. C'est ça. L'histoire se reproduit en permanence. Ouais. C'est extraordinaire, à 80 ans ou plus d'écart. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dites encore, il faut témoigner encore et toujours pour que justement on n'oublie jamais, pour que justement on sache. Et pourtant, l'histoire ne cesse de se reproduire. Cet effort permanent, vous avez encore la foi. Et en même temps, on ne peut pas transmettre tout. On peut transmettre les connaissances. On ne peut pas transmettre les sentiments, les doutes, les douleurs, la douleur. On ne peut pas transmettre. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a de la littérature. Autrement, il n'y aurait pas de littérature. Vous prenez Madame Bovary de Flaubert, qui raconte l'histoire de cette dame. C'est une vraie histoire, d'ailleurs. C'est un fait divers qui a impressionné Flaubert et en a fait un roman. Mais Flaubert lui donne des sentiments peut-être qu'elle n'avait pas eus. Mais les sentiments que lui, il a rendus universels. D'un seul coup, un personnage devient universel. Il sort de sa particularité, de son village, de sa ville, oui, et il devient universel, devient un personnage. Il y avait, pour ceux qui nous écoutent, ça va les amuser, comment s'est fait l'histoire. Il y a Tolstoï, écrit La guerre et la paix. Donc c'est un gros livre extraordinaire où il parle de l'invasion de la Russie par les troupes napoléoniennes et il raconte la bataille de Borodino. Mm-hmm. Et il se demande si il la raconte lui, puisqu'un auteur, c'est comme Dieu. C'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui raconte. Ou s'il la raconte par intermédiaire d'un de ses personnages. Et là-dessus, sa femme arrive et lui apporte les rouges et les noirs de Stendhal. Ouais. Et elle lui dit, lis-le, Lev, tu vas voir. Et
Stendhal, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte la bataille de Waterloo par Fabrice. C'est pas lui, Stendhal, qui raconte. C'est un personnage fictif, mais qui raconte, et c'est beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait Tolstoï? Il prend son personnage fictif, le prince Bolkonski, et c'est lui qui raconte la bataille de Borodino. Et du coup, on croit beaucoup plus, puisqu'on s'est dit, il y avait un témoin. On oublie que c'est l'écrivain qui a tout inventé. L'histoire est en même temps réelle, en même temps romancée. Il faut relire les livres les plus bouleversants, c'est la Bible. On n'a pas besoin de croire. Plus que le Talmud ou le Coran ou un autre livre religieux. Tous les autres se réfèrent d'ailleurs. À la Bible, à l'Ancien Testament. Oui, d'ailleurs, même les Corans. Les Corans, quand ils donnent la liste de tous les prophètes, les dernières, c'est Mahomet, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Ramadan, donc on peut en parler. Alors, ça commence par Noé, ça commence par la Bible. Tous les personnages de la Bible qui passent. Extraordinaire. Alors justement, vous parlez du prophète, je vais rebondir dessus, puis on reviendra sur l'idée de la transmission et de l'école juste après, mais vous avez écrit Un monde sans prophète, Un monde sans prophète avec un S. Et le prophète, j'aimerais qu'on redise déjà ce que c'est qu'un prophète, puisque le prophète, finalement, c'est quand même celui qui partage, qui dit, qui crie, c'est cela? C'est cela. Ça veut dire le prophète en hébreu veut dire Navi, qui vient des mots acadiens Nabou, qui veut dire le cri. Ça veut dire que c'était un homme qui crie. Et ce n'était pas facile. Essayez, vous sortez place de la Concorde, mettez-vous à crier, vous n'oserez pas. Non pas seulement parce qu'on vous prendra pour une folle, mais parce qu'il faut avoir un courage inouï. Hein? Qui suis-je pour crier, pour effrayer les gens? Et puis peut-être qu'on se posera la question de savoir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce qu'il y a une idée politique? C'est peut-être ça la question du prophète, non? Bon, les prophètes pensent qu'il rappelle l'humanité à l'ordre au nom de celui qui a créé l'humanité. C'est ça leur force. Ils croient. Alors, il y a des révolutionnaires qui criaient, Robespierre, ici en France, Danton, Mirabeau, un grand tribun, parce qu'ils croyaient, ils pensaient qu'ils parlaient des... Ils n'étaient pas agnostiques, c'est ça qui est extraordinaire. Robespierre invente une religion, Dieu de la liberté. La liberté, c'est aussi une valeur universelle. Bien sûr. C'est quoi être libre? C'est pour parler comme nous parlons tous les deux. Là, en l'occurrence, nous le sommes, effectivement. Voilà. Mais alors, pourquoi imaginer un monde sans prophète? Je n'ai pas imaginé. Et d'après moi, il est sans prophète aujourd'hui. C'est ça le moment. Nous vivons un moment très dangereux. Un prophète, Napoléon était grand, parce qu'en face de lui, il y avait Chateaubriand, qui n'aimait pas Napoléon. Mais Napoléon admirait Chateaubriand, donc il écoutait ses critiques. C'est un penseur, un intellectuel, en fait. Bah oui. Face à un homme de pouvoir. Alexandre le Grand, il avait en face de lui Aristote. Oui. Il voulait envahir l'Afghanistan. Aristote lui dit, si tu veux rester grand, rentre à la maison. Le conquérant face au philosophe, c'est ça? Philosophe. Le belliqueux face au penseur? Oui, ça veut dire que l'homme qui met en question, qui rappelle celui qui a le pouvoir à l'ordre. Oh non, il peut se tromper. Il peut se tromper, bien sûr. Et il y a Cicéron face à César. Oui. Mais la plupart de ces hommes qui rappellent les puissants à l'ordre se font tuer, c'est dangereux. Jaurès s'est fait tuer, Mandela était fait en prison, Martin Luther King s'est fait tuer, Gandhi s'est fait tuer, je parle de ceux plus près de nous. Je ne parle pas même des prophètes de la Bible, ils sont faits tous tuer. Isaïe, celui qui a les premiers à dire « aime ton prochain comme toi-même », Jésus a repris ça. Il était persécuté par le roi Ménassé, il s'est caché dans un arbre, et la police a scié l'arbre avec les prophètes. Donc c'est intéressant ce que vous avez dit,
qui est prophète avec un S. Et il y avait un malentendu. Avant de sortir ce livre, mon éditeur a annoncé sur les réseaux sociaux que je sors un livre Un monde sans prophète. Et il a oublié de mettre un S. Et j'ai été agressé chez moi à la maison par deux individus cagoulés qui sont venus parce qu'ils pensaient que j'ai nié l'existence des prophètes. Alors je me permets de juste souligner, en fait, vous dites ça parce que je crois qu'ils ont pris vos clés et qu'ils ont laissé la carte bleue sur la table. C'est ce que j'ai lu. Exact. Donc vous pensez que vous n'avez pas été effectivement agressé pour des raisons financières, mais pour des raisons idéologiques. Exact. Oui. Comme quoi, parfois, une lettre change votre destin. Oui, mais une sacrée lettre, effectivement, puisqu'on ne parlait pas de Mahomet, on parle des penseurs. Oui. Je fais le lien avec l'école, justement, puisque l'école, c'est aussi le lieu de la transmission, le lieu où on apprend autant les mathématiques que la langue française, les langues vivantes, donc l'anglais et autres, mais la philosophie et bien entendu l'histoire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'école de la République réussit son devoir de transmission ? Pas tout à fait, parce que l'école, comment dire, aujourd'hui, vous avez à votre disposition les Google. Vous prenez votre téléphone, un gosse manie le téléphone plus rapidement que moi, il prend son portable, on lui dit Minsk, clac, 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 et il sait où se trouve Minsk. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour cela. Il y a un problème mathématique, clac, clac, il regarde, c'est résolu. Donc il n'a pas besoin de penser par lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à l'école? La méthode. Mon problème, que je n'étais jamais à l'école, jamais. Donc, je dirige plusieurs universités. Oui, justement, on va en parler. Mais je n'étais pas à l'école. Donc, je mets 2 fois plus de temps que mes camarades pour écrire un article. Parce que je n'ai pas de méthode. Parce que je tâte, j'avance, je réécris, j'avance, je réécris. Quand vous avez une méthode, vous avez 1, 2, 3 et l'épilogue. Est-ce que ce n'est pas parce que vous parlez plusieurs langues aussi? Oui, parce que j'aime les gens et pour leur parler, il faut leur parler dans leur langue. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit à nos différents présidents successifs. Quand ils allaient, par exemple, à Moscou, apprenez quelques mots de russe. Le seul qui a fait cet effort, c'était Chirac. Alors, il adorait la langue russe. Aujourd'hui, on n'ose même pas parler le russe parce que nous identifions une injustice avec un peuple. Et c'est la première fois dans l'histoire. En général, nos ancêtres, les intellectuels, et puis Romain Rolland, Barbus, etc., on savait qu'il fallait séparer les dirigeants et la population. Un pays peut avoir un chef dictateur, sanguinaire, et elle-même, elle produit. C'est comme aujourd'hui, il y a des orchestres qui se demandent s'ils peuvent jouer Tchaïkovski, parce que les Russes bombardent l'Ukraine. Bien sûr. Donc, Poutine partira, Zelensky partira et Tchaïkovski sera toujours là. Et on regardera toujours le lac des Cygnes à l'opéra. Bien sûr, il faut distinguer évidemment les penseurs, les artistes, les Russes de leur président. Vous êtes le fondateur, vous le dites, et le président de 2 grandes universités françaises en Russie. Ouais. Et comme vous le dites, nous sommes en pleine guerre. Est-ce que vous abordez justement ces sujets-là, ou en tout cas par le biais de vos interlocuteurs sur place, vous réussissez à aborder la problématique du décryptage de l'information? Est-ce que vous en parlez aussi en France? C'est difficile, Et là, moi aussi, j'apprends. Il y a un dialogue chez Dostoïevski. On a d'ailleurs déprogrammé un colloque sur Dostoïevski, pour vous dire. Bon, Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, il a un petit dialogue entre 2 frères, Alyosha et Ivan. Et Alyosha demande à Ivan, dis donc, Ivan, qu'est-ce que je fais avec nos voisins? Je ne les aime pas. Est-ce que je peux leur dire? Il dit, oui, tu peux tout leur dire, à condition que tu leur dises d'abord que tu les aimes, en tant que des individus, en tant que des hommes. Et donc,
les Russes, même Poutine, acceptent, il encaisse quand je lui dis des choses. Je ne les vois pas tous les jours. Non, mais vous l'avez rencontré il y a à peine 3 mois, il me semble. Oui, plusieurs fois auparavant. Oui, mais... le 27 janvier, le jour de mon anniversaire, parce que j'ai fêté mon anniversaire à Moscou. Donc, vous vous attendiez à un tel drame? Non. Non. Il y a eu non, aucun je me échange. suis trompé. J'ai dit, en rentrant à Paris, j'étais invité à la télévision, on m'a dit, vous avez vu Poutine, est-ce que vous pensez qu'il va se lancer dans la guerre? J'ai dit non. Non, parce qu'il m'a dit une phrase qui m'a frappé, sincère. Il a dit que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique, même s'il critique le régime, mais qui a réussi à fédérer avec un seul rêve 73 ethnies, n'a pas de cœur. Mais celui qui s'élancera à la reconquête de ces territoires n'a pas de tête. Donc je me suis dit, c'est un message. Ça veut dire qu'il ne va pas s'élancer à la reconquête. Or, il s'est lancé dans la reconquête. Mais vous pensiez à ce moment-là qu'il n'avait pas cette envie, cette idée de politique d'extension? Non. Alors, je ne sais pas ce qui s'était passé dans sa tête, ce qui s'est passé, quelles étaient les informations qu'on lui a apportées, les services secrets, je ne sais pas. Moi, je n'aurais jamais pu être un chef. Mais juste avant, vous disiez justement qu'avant de pouvoir discuter, lui dire qu'on ne l'aime pas, enfin qu'on ne l'aime pas, qu'on n'est pas d'accord avec lui, justement, il faut lui dire qu'on l'aime ou qu'on le respecte. Oui, c'est pour ça que c'est ça le problème? Non, je crois que, bon, c'est un problème individuel. Et là, notre président, par exemple, a compris, je lui ai raconté ça, et c'est ce qu'il fait. Vous parlez du président français? Français, Emmanuel Macron. Donc, il téléphone tous les 2 jours à Poutine, il garde les contacts. Et Poutine apprécie ça. Ils ne sont pas d'accord sur rien, mais il garde les contacts. Bon, tant qu'on garde les contacts, il y a toujours une chance pour retenir la main qui allait ou qui va appuyer le bouton qui va nous faire sauter tous au ciel et on va reconstituer notre histoire. Pardon. Vous pensez qu'il peut le faire? Tout est possible, bien sûr. Ça veut dire, c'est Einstein qui regrettait, qui disait à Oppenheimer, qui était le père de la bombe atomique. Oui. Oppenheimer lui a dit, je ne pensais pas qu'on l'utilisera. Il dit, mais il faut savoir que l'homme est ainsi fait. Quand il invente quelque chose, c'est pour l'utiliser. J'espère qu'on ne passera pas par là. Ce qui est horrible, c'est qu'en plus, il s'agit d'une guerre fratricide. C'est-à-dire qu'on n'a pas retenu assez de leçons, finalement, de l'histoire. Pour cela, il faut connaître l'histoire, être passionné de l'histoire et aimer les hommes. Aimer les hommes. Chaque vie, c'est dans le Talmud, et c'était repris par le Coran. Quelqu'un qui tue un homme, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. C'est très drôle parce que dans le Coran, il y a ce 5.32, sourate, qui dit « Quant aux Juifs », et le Coran reprend cette phrase, qui fait sienne. Et c'est vrai, ça veut dire dans votre regard, il y a le regard de 7 milliards d'individus. C'est comme ça. Hein. On ne le sait pas. Nous sommes beaucoup plus modestes que cela, heureusement. Heureusement. Vous vous rendez compte? Sinon, quelle responsabilité? Oui, surtout la mienne. Voilà. Je reviens sur l'idée de l'école. Vous avez beaucoup écrit sur l'histoire du peuple juif, sur l'enfer de l'extermination. Aujourd'hui, la mémoire, vous dites au fil du temps, devient l'histoire. On en a parlé en début d'entretien. Et pourtant, cet antisémitisme persiste encore et toujours en France et ailleurs. Mais on va parler de la France puisqu'on y est. Comment l'expliquer? Et surtout, on a cette impression d'éternelle ritournelle du bouc émissaire. Oui, il y a ce qui les hommes ont besoin d'un responsable. Ça commence dans la Bible aussi. Et c'est que nous, quand on est malade,
et on pense que c'est injuste. Et on demande, quand on est môme, on dit « Maman, est-ce que j'aurai longtemps mal? Est-ce que ça va durer longtemps ?» Bon. Quand on est plus âgé, on demande à Dieu « Mon Dieu, mon Dieu. » Hein? Et puis, comme Dieu ne répond pas, parce que la réponse, c'est que nous sommes trop nombreux. Dieu ne peut pas répondre à chacun de nous. Ah oui, même s'il existait. Oui, peut-être qu'il existe, on ne sait rien. A-t-il déjà répondu à l'un d'entre nous? On ne sait même pas. Oui, non. Alors, certains prétendent que oui. Ah oui, voilà. Beaucoup prétendent même. Jeanne d'Arc a dit que oui, qu'elle a entendu. Bon, donc, alors, comme on n'a pas de réponse, on cherche des raisons extérieures. Ah, et si c'était les étrangers? C'est la peur, ça? C'est le manque de culture? C'est le non-savoir qui fait ça? Non, c'est la nécessité de trouver une réponse à une question qui n'a pas de réponse. Pour l'instant. Après, on retrouve, puisque la science avance, on invente tous les jours, etc. Bon. Et on apprendra, on saura un jour d'où est venu le Covid. Par exemple, d'où est venue cette maladie. Alors, on pense que c'est à Wuhan, etc. Bon, c'est possible. Ça sera, de toute manière, les historiens trouvent toujours, mais a posteriori. Donc, on a besoin des boucs émissaires. Le bouc émissaire vient de l'histoire simple, quand le premier qui a découvert Dieu, c'était Abraham. Hein? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de dieux à l'époque. Hein? La société était polythéiste. Son père Abraham était un fabricant d'idoles. Il fabriquait des idoles, des petites idoles, de grandes idoles, etc. Et les gens qui étaient malades, ils avaient besoin de l'aide. C'est comme un pharmacien. On allait acheter un médicament qui guérissait ou qui ne guérissait pas. Et Abraham trouvait que c'était injuste. C'était injuste. C'est-à-dire qu'un riche arrivait chez son père, il partait avec une grande idole. Ça veut dire qu'il avait plus de chances d'être guéri que les pauvres qui partaient avec toute petite idole. Et certains n'avaient même pas d'argent pour acheter une toute petite idole. Donc, il trouvait que c'était injuste. Et il s'est mis à rêver d'un Dieu qu'on ne pouvait ni acheter ni vendre. Le même pour tous, pour les petits, pour les grands, pour les jaunes, pour les noirs, etc. Et il s'est mis à rêver d'un Dieu invisible. Unique. Monothéiste. Voilà. C'est là qu'est né le monothéisme. Mais ce Dieu, pour lui, était Dieu de la justice. Le mot justice n'existait pas dans le monde sumérien d'il y a 4000 ans. Le mot justice, c'est un mot abstrait. Ça veut dire c'est quoi justice? Quand vous dites le livre est là. Quand on dit papier, on le voit. Mais Dieu, justice, on ne voit pas. Et là, donc, quand Dieu lui annonce, puisqu'il signe un pacte avec lui, ce sont des associés, d'une certaine manière, hein, il lui annonce qu'il va détruire 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Et là, la première fois de l'histoire, l'homme met au défi Dieu. Et Abraham lui dit, « Seigneur, loin de toi de tuer les justes et les méchants. Peut-être sont des méchants, mais s'il y avait 40 justes parmi eux, tu ne vas pas les tuer parce qu'autour, il y a des méchants. Il faut réfléchir à ça quand on parle de Russes aujourd'hui. Bien sûr, hein? Bien sûr. S'il n'y avait que 40 justes, et Dieu lui dit, tu as raison. Et Dieu donne raison alors. Et puis, mais il le met au défi. Il dit, puisque tu crois en moi, tu voulais avoir un fils, je te donne un fils, ta femme, 90 ans, vient d'accoucher, un miracle, Sarah, voilà. Bon. Alors je te demande de me l'offrir. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prend son fils, un couteau. Il y a plein de tableaux au Louvre, on peut voir. Oui, tout à fait. Il y a même des Rembrandt. Et il va pour sacrifier son fils. Et au dernier moment, bien sûr, Dieu envoie l'ange Gabriel qui l'attrape, les bras, qui saisit les bras, qui arrête les bras d'Abraham. Il dit non, non, non. C'était seulement pour voir
si tu crois vraiment, que tu lui fais vraiment confiance. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de sacrifices humains. Mais si tu veux sacrifier quelqu'un, regarde, il se retourne et il voit un bouc. Et il sacrifie le bouc. Donc c'est le bouc émissaire. Ça veut dire c'est lui qui remplace cet homme sacrifié. Au préalable sacrifié. Bon. Donc nous avons besoin de boucs émissaires. Il y a toujours un responsable. Alors pourquoi chaque fois un autre, il y avait des femmes. Les sorcières, pendant le Moyen-Âge, on brûlait les femmes. Oui. C'était des sorcières, parce qu'il y avait la grande peste, 1342. Des millions d'individus sont morts. Alors, un tiers de la population européenne liquidée en l'espace de 3 ans. Il faut savoir, ce n'est pas la première fois qu'on a l'histoire de Covid. Non, c'est sûr. Donc, alors c'était qui était responsable? D'abord les femmes. Donc on brûlait les sorcières. Après, il y avait les étrangers qui auraient pu amener la maladie d'ailleurs. Et puis après, il y avait les Juifs, bien sûr, parce qu'ils mouraient moins nombreux que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se lavaient les mains. Parce que pour dire la prière, il fallait se laver les mains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on rentre quelque part, on nous donne un peu d'alcool pour nous laver les mains. C'est extraordinaire. Oui. L'histoire qui se répète. Justement, dernière question, parce que malheureusement le temps file, mais cette histoire, c'est-à-dire la vôtre, la grande histoire, l'histoire du bouc émissaire, l'histoire du peuple juif et de tous ces drames qui se répètent en permanence. Vous faites des conférences encore aujourd'hui, vous parlez beaucoup, vous intervenez encore dans des lycées et autres pour pouvoir expliquer encore et toujours cette histoire. Elle est comprise par les élèves, par les enseignants, par les parents. Oui, le gosse adore des histoires. D'où les succès mondiaux des Petits Princes de Saint-Exupéry. Ah oui. Ils adorent. Dessine-moi un mouton. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec beaucoup aussi des ministres d'éducation, parce que je pense que dans les écoles, il ne faut pas seulement apprendre à lire, mais apprendre à parler, à développer l'imaginaire. Vous avez d'ailleurs coécrit un livre qui s'appelle École et modernité avec plusieurs intervenants, dont Jean d'Ormesson et Philippe Mérieux, qu'on a reçu aussi ici, où on a eu un débat extrêmement intéressant. Et vous parlez d'apprendre à lire juste. Juste en quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire lire juste? Lire juste, c'est essayer de comprendre ce qu'on lit. Ce n'est pas qu'à l'école, on lit pour pouvoir répéter, pour avoir une bonne note, pour être bien noté. Ce n'est pas qu'il faut comprendre. Moi, j'étais que 6 mois. Quand j'ai dit que je n'étais jamais à l'école, ce n'est pas vrai. J'étais pendant 6 mois à l'école. Et ce qui m'est resté, c'est le prof de l'histoire qui m'a dit, mon petit, je ne te demande pas de te souvenir de la date de la bataille, telle et telle bataille. Je ne te demande pas de te souvenir de tel et tel tsar, de tel et tel roi, etc. Ce que je te demande, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. C'est ça la bonne lecture. Pourquoi c'est arrivé? D'apprendre à réfléchir, d'apprendre à décrypter. À décrypter. Vous avez tout à fait raison. Et je pense, et parler, c'est tellement important. Parler. Parce que je pars des principes que quand des hommes se parlent, ils ne s'entretuent pas. Pour terminer, je vous dirais, ça va vous amuser, Freud, l'inventeur de la psychanalyse, il a dit que, vous savez, à quel moment commence la civilisation? Au moment où 2 hommes face à face se querellent, un prend une pierre pour jeter sur l'autre et il ne la jette pas. Au lieu de la pierre, il jette une insulte. Là commence la civilisation. Les mots remplacent la force, la mort. Merci beaucoup, Marek Elter. C'est toujours un bonheur à la fois, évidemment, de vous écouter, de vous voir, mais encore plus de vous recevoir ici, sur le plateau de School TV. Restez avec nous, et bien juste après la pub, on vous parlera de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. À tout de suite.
En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le grand JT d'éducation, nous sommes avec Hugo Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le fondateur de Hugo, une association qui lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire, un fléau dont vous avez été vous-même victime. Exactement. Racontez-nous comment c'est passé. Très rapidement, parce que je pense que mon témoignage n'est pas le cœur même aujourd'hui des débats. Je pense qu'il faut aussi évoquer la suite et le positif, parce que c'est justement ça aussi le message de l'association. C'est que comprendre la suite, il faut savoir d'où ça vient. Mais le harcèlement scolaire, comment il s'est, moi, caractérisé d'abord à la primaire sur des insultes, des moqueries, quelque chose de très verbal finalement, parce que j'étais l'intello de la classe. En grande section, quand je suis rentré en grande section, je savais déjà lire. Aujourd'hui, je portais des lunettes, je ne portais pas forcément à l'époque. Donc, du coup, j'étais le biglot de service. Et puis, très vite, moi, j'ai trouvé refuge dans la nourriture. Donc, très vite, un surpoids qui s'est caractérisé par des insultes traditionnelles, comme on peut imaginer, gros porc, gros de service, etc. Et c'est vrai que de ces insultes, à partir de la grande section CP, on a migré vers quelque chose plutôt de la menace de mort, incitation au suicide, toujours très verbal. Et puis, au collège, là, beaucoup plus porté sur les coups, sur le physique. Donc c'était des bousculades au début du collège, des petits coups par-ci, des petits coups par-là, jusqu'à un rituel en 4e où j'avais pour habitude chaque midi d'être frappé derrière le même mur en fait finalement du collège par un camarade de classe différent chaque midi. Les personnes le voyaient ? Si, mais en fait tout le monde, les surveillants, les adultes, il y avait même un groupe classe à chaque fois qui se formait autour de ce binôme finalement entre moi qui me faisait frapper et puis le camarade qui me frappait. Et puis après, au lycée, alors moi, le cyberharcèlement est arrivé vers la fin de 4e. Aujourd'hui, il commence bien plus tôt, il commence dès le CP. Et après, au lycée, finalement, quelque chose de beaucoup plus insidieux, en plus du cyberharcèlement, beaucoup moins en frontal, beaucoup plus par derrière. C'était par exemple à la pause midi, alors que du coup, on devait déposer nos sacs tous au même endroit. Moi, je le retrouvais complètement ouvert, déchiré, etc. Mais donc vraiment dans quelque chose de beaucoup plus par derrière, insidieux, pour toujours réduire l'estime de soi, la confiance en soi, mais beaucoup moins en frontal. Mais ça veut dire que vous parlez de ça, ça commence au primaire. Au primaire, on a l'impression, on ne distingue pas le fait que ce soit normal et anormal. On a l'impression que finalement, c'est de fait. En fait, moi, quand on me demande souvent quand est-ce que tu en as parlé, pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a le fait de se rendre compte de ce qui se passe. Alors, au début, on ne sait pas comment ça s'appelle, on ne dit pas harcèlement scolaire dès le début. Moi, c'est bien plus tard, une fois passé tout ça, que j'ai posé le mot harcèlement scolaire. Mais d'ailleurs, c'est grâce à votre association et à votre lutte que ce mot a existé. Juridiquement, en effet. Juridiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que quand ça s'installe, ces insultes, au début, ça va être une fois par semaine, une fois par-ci, une fois par-là. Et puis le rythme va s'intensifier parce que, en fait, c'est un peu comme un enfant va tester les limites finalement avec ses parents, par exemple, il va tester les limites avec ses camarades. Et s'il voit que le camarade ne répond pas, il va continuer, en fait. Et c'est qu'au moment où finalement c'est déjà presque trop tard qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Et avant d'en parler à un adulte, le premier réflexe, et c'est celui que j'ai eu, c'est celui que tous les enfants victimes de harcèlement scolaire, c'est d'abord d'essayer de vouloir gérer tout seul, finalement, faire le grand. De dire, non, je vais gérer, je vais laisser passer, etc. Et en fait, ça s'empire, et en fait, c'est là que ça devient encore plus incontrôlable.
Mais alors comment faire justement pour pouvoir prévenir cela? Parce qu'en parler certes, mais vous dites vous-même que finalement on se prémunit, on se préserve, on ne se rend pas forcément compte et du coup on n'en parle pas. Alors, donc... la différence entre moi, alors je dis à mon époque, mais ce n'était il n'y a pas assez longtemps et aujourd'hui, c'est que déjà il y a quand même beaucoup plus de formation des adultes et c'est ça qu'il faut intensifier et continuer. Il y a un gros travail de l'éducation nationale à ce sujet, de former tous les adultes. Alors on pense bien sûr aux enseignants et c'est les premiers à former bien évidemment, mais il y a d'autres adultes dans l'établissement scolaire. Il y a les auxiliaires de vie scolaire, il y a les AESH aussi également qui sont là, qui sont au contact finalement des enfants qui voient des situations, mais on va même au-delà, on forme nous les agents territoriaux, donc de cantine, de sécurité, de nettoyage, qui voient des situations de harcèlement scolaire et qu'on a un petit peu oublié jusqu'à présent, parce que si on les forme, si on les sensibilise, on peut leur dire finalement comment réagir et à qui remonter l'information. Mais vous le dites vous-même, ces enfants, en l'occurrence vous, n'ont pas été protégés par ces mêmes personnels de l'éducation de l'époque? Parce qu'ils n'étaient pas formés. Pas formés à avoir un enfant se faire massacrer? Alors non, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, le harcèlement scolaire, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on prend de façon dissociée tous les faits, je prends l'exemple de collège par exemple, mais on va avoir un professeur qui va voir l'élève, peut-être par exemple, se faire bousculer une fois. Et puis un autre enseignant voir l'élève peut-être arriver en retard. On ne sait pas pourquoi, mais arriver en retard. Et puis, un surveillant va le voir peut-être se faire bousculer dans la cour de récréation. Si à aucun moment, en fait, on apprend à ces enseignants, ces adultes, etc., que ces signaux-là, certes, ils sont isolés quand on les prend de façon isolée, mais quand on les additionne, finalement, c'est là que vient le harcèlement. Parce que certes, eux ne voient qu'un morceau, mais l'élève au milieu, lui, subit l'addition de tout ça, en fait. Et tant qu'on ne forme pas ces adultes à détecter ces signaux faibles, ils ne peuvent pas être en mesure de... Là, ce sont des signaux très précis dont vous parlez, effectivement, et c'est au collège et au lycée. Quand on se retrouve au primaire, encerclé par tout un tas d'enfants, et tous les jours, on se fait frapper. Bien sûr. Bah là, pourquoi il y a une réaction aussi. Il n'y a aucune réaction personnelle. Il y a souvent aussi, en fait, une mauvaise réaction, en fait, finalement. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être le réflexe, ça va être, quand les adultes ne sont pas formés, c'est on punit toute la classe, ou... on va le réflexe qu'on entend de moins en moins, mais qui à une époque était très courant, c'était de dire vous allez passer la récréation l'un à l'autre bout de la récréation et l'autre par exemple à l'autre bout de la cour de récré. En fait, tout ça, ce sont des réflexes qui étaient plutôt instinctifs en fait, mais qui ne sont pas bons pour traiter une situation de harcèlement scolaire. Et en fait, c'est ça justement quand on forme justement les adultes, et encore une fois que ce soit les institutrices ou instituteurs, mais que ce soit aussi après donc tous les adultes en contact avec les enfants, c'est de leur apprendre certes à détecter, mais aussi après comment on réagit, comment on traite une situation de harcèlement scolaire. Et c'est pas si simple que ça, c'est pas si instinctif que ça de traiter une situation de harcèlement scolaire. Et concernant les parents, est-ce que les parents, vos parents par exemple à ce moment-là, est-ce qu'ils ont vu quelque chose à un moment? Est-ce qu'ils se sont dit que vous... Alors, moi, comme je l'ai dit, j'en ai parlé très tard finalement, ouais. Et c'est vrai que les enfants sont très forts aussi pour cacher aussi les choses. Ils sont très forts pour... parce qu'ils ont toujours encore, d'abord, cette envie d'être grand et de vouloir traiter soi-même, gérer soi-même la situation, par aussi peur d'être la balance, c'est le mot un peu que les enfants utilisent, celui qui va tout dire à ses parents, et donc du coup la peur de représailles finalement. Et puis une troisième chose aussi, la honte aussi de dire je fais appel à mes parents parce que je ne sais pas gérer tout seul. Donc c'est pour ces trois raisons, l'enfant parle très rarement, en tout cas très tard, de ça à ses parents. Et c'est vrai que le problème, c'est que les parents, faut rappeler une chose, c'est que le principe même de l'école, et je parle de l'école avec un grand E, c'est un contrat de confiance entre l'école, l'établissement, et donc tous les adultes qui y sont finalement, qui y exécutent chaque jour, et puis tous les autres parents finalement. Et quand ils vont amener leur enfant à l'école, c'est un contrat qui s'instaure, et finalement, ils n'ont pas la main sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vrai que pour les parents, même malgré toute leur bonne volonté, finalement, ils ont peu de manœuvres, finalement, si ce n'est d'aller voir les enseignants. Ils ne voient pas ce qui se passe, finalement, à l'intérieur de l'école. Il n'y a pas de signaux, justement, également, qui peuvent alerter? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, avec l'association, on a un dispositif qui s'appelle les soirées débats, où, en fait, on vient être parent, en fait, ça ne s'apprend pas. En fait, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette soirée débat? En fait, nous, on présente qu'est-ce que le harcèlement scolaire, les signaux faibles à identifier à la maison. Et après, surtout, on part sur un débat où, en fait, on répond aux questions des parents. Voilà, comment on réagit quand il y a une situation de harcèlement scolaire? Comment ça se détecte à la maison? Est-ce que tel signe, ça peut être derrière un comportement de harcèlement scolaire? Parce que la règle à retenir, c'est que tout changement brusque de comportement, et ce, sur tous les aspects, doit alerter. Ça peut être de l'isolement alors que l'enfant était plutôt très sociable. Ça peut être une chute de notes, ou alors ça peut être une volonté anormale de vouloir travailler, bûcher, ou alors à l'inverse, de ne plus vouloir travailler. Bref, tous ces comportements doivent alerter, et c'est après aux parents à, si je peux dire, mener un petit peu l'enquête, aller à la sortie d'école, demander à l'établissement scolaire, etc. et trouver un petit peu ce qui peut... D'autant que c'est très insidieux, puisque, par exemple, si on parle du mouvement anti-2010, c'est-à-dire contre les enfants nés en 2010, il a démarré
si je puis dire, à la maison, c'est-à-dire via le jeu Fortnite, qui a été un jeu planétairement, un succès incroyable mondial, et qui était, pas dans toutes les maisons évidemment, parce que tout le monde n'a pas accès, mais enfin pour ceux qui avaient accès, ça a démarré sur Fortnite. Exactement. Moi, ce que je constate quand on est en intervention scolaire, c'est que l'âge d'accès au premier écran, et que ce soit réseaux sociaux ou que ce soit jeux vidéo avec dimension sociale, c'est le cas de Fortnite parce qu'il y a un chat, etc. Ce qu'on constate, c'est que cet âge-là est de plus en plus tôt. En fait, en CP aujourd'hui, la moyenne fait que la moitié des classes de CP est exposée à soit un réseau social, soit un jeu vidéo, avec dimension sociale. Parce que c'est important, certes, les jeux vidéo ne sont pas des réseaux sociaux, mais à partir du moment où il y a une dimension sociale, chat écrit ou par voie orale, il y a une dimension sociale et ça peut être du cyberharcèlement. Et donc c'est vrai qu'en effet, en 2010, alors nous on est intervenu très tôt, on a pris contact très tôt avec la plateforme TikTok pour stopper ce hashtag aussi, parce que c'était essentiellement sur cette plateforme que ça se déployait, et on a réussi à faire stopper donc la viralité en fait avec TikTok de ce hashtag anti-2010. Et après il y a eu des suppressions de contenu, etc., etc. Mais on a vu nous une vague arriver très vite de ce phénomène, et c'est vrai que ce sont des phénomènes qui arrivent comme ça, on peut très difficilement les anticiper sur le cyberharcèlement malheureusement, et c'est un travail du coup de veille permanente. Et tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de la nourriture pour combler, pour pallier, pour peut-être se sécuriser. Déjà très jeune, vous avez parlé d'obésité sur certaines de vos interviews. Vous êtes la déscolarisation aussi. Déscolarisation pour obésité morbide, en effet, ça peut amener très loin le harcèlement scolaire. Je pense que c'était vers quoi vous vouliez aller. Surtout sur le fait, en fait, parce qu'il y a le diabète aussi. Bien sûr. Et donc, en fait, ma question, c'est que c'est pas une question, mais vous voulez que ce soit reconnu, effectivement, comme un délit. Vous voulez légiférer pour que, justement, il y ait une prise en charge, justement, par de la sécurité sociale, des effets du harcèlement. Depuis le 2 mars 2022, grâce au travail de l'association et grâce au combat que j'ai mené depuis près de 5 ans, le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit, ce qui n'existait pas avant en France. Le deuxième combat à mener, et j'ose espérer que les députés de la prochaine majorité pourront porter ce combat, c'est de comment est-ce que derrière, on a parlé beaucoup de prévention, mais il faut guérir aussi, parce qu'on va se leurrer, malgré tous les efforts qu'on mettra en œuvre, il y aura toujours du harcèlement scolaire. Et on a donc sur les bras des victimes à accompagner, si on ne veut pas que plus tard ils deviennent soit des harceleurs à l'école, soit plus tard des harceleurs en puissance au travail, dans la rue, etc. Et donc, ce travail de guérison, de thérapie, il est à mener sur tous les fronts, tant financiers, et là, il faudra travailler avec un financement, un parcours de soins de la sécurité sociale, tant de coordination des acteurs. Bref, il y a beaucoup à faire, mais le délit de harcèlement scolaire, ce combat que nous avons gagné, que j'ai gagné aussi, je tiens à le dire, parce que c'est un combat où je me suis engagé personnellement, et contre vents et marées, il y a encore une année, personne ne voulait y croire, et j'ai fait face à beaucoup de critiques. On a dit que j'étais celui qui voulait enfermer nos enfants en prison. Non, c'est pas l'ADN de ce délit. Au contraire. L'ADN de ce délit, c'est d'aider justement les victimes, d'aider aussi les harceleurs aussi à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Donc ce délit, c'est une première étape, mais il faut continuer le combat d'un point de vue aussi législatif. Écoutez, bravo en tout cas pour votre engagement et votre combat. Merci beaucoup Hugo Martinez d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau. C'est l'heure de remonter le temps avec lui. Bonjour Loïc. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que vous allez nous parler de l'uniforme et de son histoire. Excellent, elle me pique mes blagues. Forme, uniforme, bam, jeu de mots. Ah ouais. Et oui, non mais c'est la blague au début maintenant. C'est plus à la fin. Non mais j'aime bien. Ça veut dire que je déteins sur vous. J'adore. C'est parfait. Non, on va trop. S'il vous plaît, pas trop. Déjà que ma carrière est quand même dure. S'il vous plaît. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Bon, alors parlons de l'uniforme. Effectivement, on portait avant l'uniforme à l'école. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Rappelez-vous, si vous regardez Touche pas à mon poste, Jean-Michel Blanquer, en septembre dernier, il avait dit que le retour de l'uniforme était quelque chose d'envisageable pour des établissements qui le souhaiteraient. Donc, c'est totalement actuel en fait. D'accord, et vous aimez nous faire remonter à la nuit des temps. Oui. L'uniforme, il date de quelle époque ? Eh bien, de pas si longtemps, en fait. C'est vrai qu'on a toujours cette image, vous savez, des élèves en Grèce antique ou en Rome antique qui sont toujours habillés à peu près de la même manière. C'est pas une demande de l'école, c'est juste parce qu'il n'y avait pas un H&M, pas un Zara, rien. Donc du coup, c'était toge, tunique et c'est tout. Ça n'avait rien à voir avec une demande de l'école. Au Moyen-Âge, pareil, quand l'éducation est gérée par l'Église, vous vous en rappelez, les élèves étaient principalement destinés à devenir moines eux-mêmes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un peu comment les moines sont habillés, donc robe de bure, et on en fait des
petits exemplaires, des mini-exemplaires pour les élèves. Mais ce n'est pas encore un uniforme au sens strict. Il faut attendre en fait le XVIe siècle pour qu'on parle de uniform, uniform at school, because it's from UK, from England. De l'uniforme à l'école, parce que cela vient du Royaume-Uni. Exactement, ça nous vient d'Angleterre et plus précisément des écoles de la charité qui sont construites par les paroisses et qui accueillaient à cette époque beaucoup d'orphelins et d'enfants pauvres. Mais justement, c'était pour les différencier des riches ? Alors non, c'était principalement en fait parce que les parents, quand il y en avait, parce qu'il y avait des orphelins, n'avaient pas l'argent nécessaire pour acheter des vêtements à leurs enfants. Du coup, les paroisses, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles se servaient des dons des fidèles pour faire des vêtements. Et donc, c'était beaucoup plus simple, en fait, si tout le monde avait le même, évidemment. Donc, c'est à ça que ça sert. Et petit à petit, en fait, entre le 16e et le 18e siècle, il y a un très joli mouvement qui dit qu'en fait, pour éviter justement les stigmatisations, pour éviter que ces uniformes ne soient que ceux des enfants pauvres, eh bien, la plupart des écoles prennent aussi l'uniforme. Donc il y a une volonté comme ça de noyer un peu la pauvreté dans la masse, si je puis dire, et de ne pas stigmatiser. Je trouve ça très chouette. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, que ce soit au Royaume-Uni ou dans tous les pays du Commonwealth, de l'ancien pays Empire britannique, pardon, que ce soit l'Australie, l'Inde, le Canada, l'Afrique du Sud, on porte encore l'uniforme à l'école. Ouais. D'accord, mais il y avait une raison plus insolite aussi, effectivement, à l'époque, à la mise en place de l'uniforme. Racontez-moi. C'était pour éviter que les enfants se castagnent. Figurez-vous, ça se battait sec dans les cours de récréation. En quoi l'uniforme peut protéger ça ? Ben vous allez le savoir tout de suite. En fait, les enfants, ils partaient à l'école en s'habillant de façon la plus lâche possible, la plus pourrie possible, excusez-moi, pour se battre. Du moment où on leur a mis un uniforme... Pourri comme ça ? Non, arrêtez. Bon, je mettrai une chemise la prochaine fois. Non, c'est du moment où on leur a mis l'uniforme, déjà, il y avait beaucoup moins de bagarres. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient partie de la même équipe. Ils faisaient partie de la même tribu, ils étaient habillés pareil, donc du coup, ils se battaient moins entre eux. Ils se battaient avec les autres écoles. Mais ça, c'est un autre problème. Ça concernait plus l'établissement, je dirais. Mais en tout cas, à l'intérieur même de chaque école, ça se battait moins. C'est ça qu'on a vu. Et il y a autre chose, c'est que la discipline, l'attention passe aussi par l'uniforme. C'est ce qu'on a constaté, c'est ce qu'on constatait au Moyen-Âge, quand on mettait des robes de bure aux enfants, dans le monde militaire également. Et là, une fois encore, les enfants, ça fonctionne, effectivement. Ils étaient plus calmes. Et ça arrive quand en France ? 1780, ça c'est la date. Création d'écoles militaires privées où forcément les élèves, souvent fortunés, avaient un habit militaire, puisque c'était pour ça qu'ils étaient destinés. Et en 1802, figurez-vous que Napoléon crée les lycées. Ça, on en reparlera dans une prochaine chronique. Des lycées payants qui sont souvent réservés à une élite. Et là, Napoléon, c'est lui-même qui impose et qui réglemente l'uniforme pour les élèves. C'est évidemment très inspiré du style militaire, bien évidemment. En revanche, grosse révélation, dans l'enseignement primaire et public, il n'y a jamais eu d'obligation d'avoir un uniforme. Depuis 1933, c'est l'enseignement public. En fait, il n'a jamais été obligatoire. Et tout le monde pense que ça a été le cas, sauf que non, pas du tout. Il n'y a jamais eu ni une loi, ni un décret qui a imposé l'uniforme à l'école. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les écoles militaires, les internats, là oui, mais en fait, chaque établissement faisait bien ce qu'il voulait. Ce qui est sûr, en revanche, et c'est là où est la confusion, c'est que les enfants portaient des blouses en grande majorité. Les mêmes blouses, mais c'était pour des raisons pratiques en réalité, déjà parce qu'on écrivait avec l'encre, le porte-plume, et puis parce qu'on faisait de la peinture, des choses comme ça. Donc c'était juste pour pas se salir. Et ça a continué comme ça de façon très inégale en réalité jusqu'en 1968. Évidemment, 68, on rue dans les brancards, c'est la libération. On veut s'habiller comme on veut. Donc ok les gars, habillez-vous comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais toujours dans les établissements privés, les internats, les écoles militaires, on a gardé l'uniforme. Voilà. Grâce à vous, on sait tout sur l'uniforme. Merci beaucoup, Loïc. Avec un grand plaisir. Alors, vous avez fait une petite blague en début de chronique. Est-ce que vous en avez une autre pour la fin ? J'en ai une mignonnette. C'est vrai ? Oui, mignonnette, que tous les enfants peuvent refaire à la maison. Est-ce que vous savez pourquoi on s'habille bien quand on va à l'école ? J'ai peur. Pour avoir la classe. Voilà. Celle-là était tranquille, elle était mignonne. Voilà, ça c'est pour les enfants. Amen. Merci beaucoup, Loïc Landreau. Écoutez, merci à vous deux. Merci, Mickaël Dorian. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de ce grand JT. Merci Alex La Rochelle au son, Romain-Luc à la réal, Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction, Colline Amal au make-up, scooptv.com pour nous regarder, canal 247 sur les Freebox. À demain. Ciao.